Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui un travail qui s'intéresse donc à la segmentation du ventricule gauche et qui permet aussi d'estimer donc un indicateur très important qu'on appelle fraction ejection ou bien la fraction d'éjection qui est important dans le diagnostic de ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque or heart failure. Alors, pour cela, donc, on a le plan suivant. Donc, on va dire quelques mots sur les maladies cardiovasculaires et les différents moyens de diagnostic offerts, bien sûr automatiques, pour faire la tâche de diagnostic. On va passer aussi à la définition du machine, ou bien la position du machine learning dans ce qu'on appelle l'automatisation du diagnostic. Et en particulier, on va parler des réseaux convolutionnels et le rapport dans la segmentation. Et enfin, on va présenter un modèle bien déterminé que l'on appelle UNet, ou bien une version améliorée UNet, qui permet de faire la segmentation du ventricule gauche. Et on va finir avec une conclusion et quelques perspectives. Comme une petite statistique concernant la prolifération des maladies cardiovasculaires dans le monde entier et même en Algérie. Donc, selon l'Organisation mondiale de la santé, il y a un rapport qui est fait en 2016 qui nous dit que tout simplement c'est la première cause de mort à l'échelle mondiale, avec un pourcentage qui est environ, ou bien même qui dépasse, parce que les statistiques ne couvrent pas réellement toute la planète, plus de 31%, c'est-à-dire des morts mesurées ou bien observées en 2016, c'est dû aux maladies cardiovasculaires. Alors, dans les maladies cardiovasculaires, à vrai dire, il y a plusieurs clusters ou bien groupes de maladies. Donc, dans ces groupes-là, on peut s'intéresser à ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque ou bien heart failure. Parfois, on l'appelle, sometimes it is called congestive heart failure. Alors, il s'avère que heart failure, c'est un point terminal de plusieurs maladies. Donc, plusieurs maladies du cœur qui vont attaquer le cœur ou bien les vaisseaux sanguins ou bien les artères coronaires vont finir à un stade qu'on va l'appeler congestive failure et qui est une maladie bien sûr mortelle. On peut distinguer deux types c'est-à-dire congestive heart failure. Vous avez l'insuffisance cardiaque qui est dite systolique et une autre insuffisance qui est diastolique. En résumé, c'est quoi le heart failure? C'est tout simplement le cœur, il n'a pas la capacité de pomper le sang et par exemple satisfaire le besoin de toutes les cellules du corps. Vous avez bien sûr plusieurs trillions plus de 36 trillions de cellules qui ont besoin du sang et de l'oxygène et de la nourriture. Malheureusement, le cœur ne peut pas pomper le sang, soit parce que tout simplement il ne peut pas se contracter, et ça c'est le cas de heart failure, which is the systolic heart failure, ou bien dans un autre cas, il peut se contracter, mais tout simplement il ne peut pas se relaxer, parce que le cycle cardiaque, il y a deux étapes, le systole et le diastole. Soit dans le diastole, c'est-à-dire la période de relaxation, elle ne se fait pas de manière correcte parce que tout simplement ces muscles-là sont rigides, ils vont se durcir avec le temps à cause d'autres maladies et d'autres facteurs. Soit il peut se relaxer, c'est le premier cas, c'est ce qu'on appelle systolic heart failure. Il peut se relaxer mais il ne peut pas se pomper, il peut pas pomper le sang de manière correcte parce que tout simplement ces muscles-là sont faibles à cause bien sûr de plusieurs raisons. Et bien sûr, au milieu, vous avez un cœur normal. Alors, ça, c'est juste un petit résumé sur des groupes de maladies les plus fameuses dans le cas du système cardiovasculaire. Vous avez donc des maladies qui touchent les valves, vous avez des maladies qui touchent le muscle lui-même du myocarde, vous avez les maladies qui touchent l'électricité du cœur, ce qu'on appelle les arythmies, vous avez les maladies qui touchent les vaisseaux ou bien les artères coronaires. Alors, pas mal de maladies, dans chaque groupe, vous avez plusieurs maladies concrètes. Alors, pas mal de maladies de ces groupes-là vont finir ici, ce qu'on appelle heart failure. Et puisque cette maladie, elle est fatale, donc il sera judicieux de proposer des diagnostics automatiques, surtout ce qu'on va, c'est-à-dire le cas dans lequel on va traiter, c'est ce qu'on appelle systolic dysfunction ou bien systolic heart failure. Alors, pour faire cette tâche diagnostique, bien sûr, les médecins, ils ont plusieurs moyens. Ils peuvent l'utiliser de manière conjointe pour renforcer le diagnostic.
Et un moyen prominent dans ce processus de diagnostic, c'est ce qu'on appelle l'utilisation des images médicales. Et vous avez trois options, soit ce qu'on appelle l'échocardiogramme images, ou bien magnetic resonance images, bon, for heart, et la médecine nucléaire. Bien sûr, dans cet exposé, on va beaucoup plus s'intéresser c'est-à-dire au diagnostic de l'insuffisance cardiaque grâce aux images IRM. Alors, il s'avère que cette formule-là, qui calcule cet indicateur, ce qu'on appelle ejection fraction, qui est tout simplement le rapport entre la quantité du sang qui est pompée vers l'extérieur, c'est-à-dire vers toutes les cellules du corps humain, ça c'est numérateur, et maintenant pour dénominateur, c'est la quantité de sang qui se trouve dans le cœur pendant la relaxation maximale. Par exemple ici, supposons ça c'est le cœur, à un moment donné, supposons ça c'est la quantité de sang, bon ça c'est le ventricule gauche, bon je vous informe que cette EF, elle se calcule par rapport à une seule chambre que l'on appelle parmi les 4 chambres possibles du cœur. Il y a une chambre qui est intéressante pour nous, c'est ce qu'on appelle ventricule gauche. Alors ici à un moment donné, lorsque le cœur il va se relaxer pour se remplir, supposons que tout ça c'est la quantité de sang qui se trouve dans le ventricule gauche. Maintenant, après la contraction, supposons que cette quantité-là, qui est là, dans ce qui est mesuré avec la flèche, sera pompée vers l'extérieur et une autre quantité de sang va rester. Alors ici, qu'est-ce qu'on va calculer dans le rapport? C'est tout simplement le volume du sang qui sera pompé vers l'extérieur, c'est-à-dire ça, par rapport à la totalité du volume. C'est-à-dire ça, c'est le rapport de la quantité pompée vers l'extérieur par rapport à la totalité du volume. Alors pour faire cette mesure, il faut s'intéresser à 2 points, c'est-à-dire dans le cycle cardiaque, voilà le cycle cardiaque, et on s'intéresse juste à c'est-à-dire la contraction et la relaxation du ventricule gauche, parce qu'on ne s'intéresse pas à la contraction et la relaxation des oreillettes, c'est pas ce qui nous intéresse. Alors ça c'est le cycle cardiaque, c'est tout ça par rapport à l'ECG. Alors ce qui nous intéresse, ça c'est le ventricular diastole, c'est-à-dire c'est la période de relaxation du ventricule gauche et droit. Donc ça c'est le dernier instant de la relaxation, dans lequel le cœur va se remplir de tout le sang, c'est-à-dire en quelque sorte c'est le volume max du sang à ce moment-là. Maintenant, le ventricule gauche ici, dans cette période-là, ou bien ce stade-là, qui est en vert, il va se contracter et à la fin, on va obtenir un volume minimal. Alors, on va s'intéresser à ce qu'on appelle end systole, ce point-là, et end diastole, deuxième point. Alors, avec ces 2 points-là, on peut calculer le rapport indiqué ici. C'est-à-dire qu'après le end systole, on peut calculer le volume qui est éjecté, et après le end diastole, on peut calculer le volume total du sang dans le ventricule gauche. Bien sûr, une fois ce rapport il est calculé, on peut donner notre diagnostic. Si le rapport, bien sûr, on va faire un rapport, on va trouver un pourcentage. Ça veut dire ici, c'est que 55% du volume, il est éjecté vers l'extérieur, c'est le cas normal. Et le cas anormal, c'est-à-dire le malade il est il se trouve dans un degré de sévérité par rapport à heart failure. Vous avez le premier degré, mild, ou bien deuxième degré de sévérité, troisième qui est, c'est-à-dire le plus délicat. Alors il y a plusieurs organisations, bien associations qui peuvent définir plusieurs seuils. Chaque association va définir des seuils bien déterminés pour se retrouver dans l'une des classes. Alors, ça c'est pour 55% pour les hommes. Pour les femmes, ça commence, ça veut dire la zone verte, ça veut dire normale, ça commence à partir de 50%. Alors, on rejoint toujours le contexte des images IRM. Ça c'est le cœur. Alors, pour récupérer donc les 2 instants, ça c'est l'instant end diastole, c'est-à-dire dans lequel le volume du sang est au max par rapport au ventricule gauche, c'est-à-dire ici ce qui est élevé, ce qui est montré ici, ce qui est en blanc, c'est le sang qui est, c'est-à-dire qu'on le retrouve dans la cavité interne de ventricule gauche. Donc ça, c'est le disque en quelque sorte, il est en noir. Donc ce noir-là, c'est le muscle, hein. C'est le muscle du myocarde. Ce qui est en blanc, c'est le sang. Donc ça, c'est le volume max. Et ce qui est montré avec croissance, ça, c'est le ventricule droit. Il ne nous intéresse pas donc, dans cette étude.
Par rapport au end systole, c'est-à-dire l'instant dans lequel le volume du sang est minimal dans le cœur, donc ça c'est la nouvelle image toujours du même ventricule, ça c'est élevé, c'est-à-dire le sang il est un petit peu réduit et ça c'est contracté. Donc on voit clairement que le muscle il est contracté par rapport au ventricule gauche. Donc ici qu'est-ce qu'on va faire? Notre tâche c'est délimiter, bon ça c'est l'objectif, c'est délimiter avec par exemple ce contour vert le contour, la frontière du ventricule ou bien ce qu'on appelle la paroi intérieure. Vous avez un troisième nom, endocardium, ça ou le contour endocardique du ventricule gauche. Et la paroi extérieure, toujours du ventricule gauche, qui est délimitée avec le genre. Alors, la paroi extérieure, elle est intéressante pour faire le diagnostic d'autres maladies, y compris conjointement avec le contour en vert. Juste pour le contour vert, il est donc intéressant pour calculer cette surface. Et si on va sommer plusieurs surfaces, on va trouver le volume. Parce qu'on s'intéresse au volume minimal et au volume maximal et faire le rapport. Maintenant, si on va sommer plusieurs surfaces, on peut détecter ou bien estimer ce volume et faire les rapports. Alors, maintenant, comment détecter ce contour? C'est la problématique de notre étude. Alors, pour faire cela, vous avez le cœur. Si on fait des coupes, on va les appeler transversales, ces coupes-là. Depuis l'apex, ça c'est ce point-là, on va l'appeler l'apex, jusqu'au la coupe basale, c'est-à-dire la plus haute. On peut aller jusqu'à 20 coupes, ou 20 slices. Et concernant la résolution temporelle, c'est-à-dire dans le même cycle cardiaque, par exemple, qui va durer une seconde ou il y a moins d'une seconde, on peut même avoir jusqu'à 20 prises ou les 20 mesures, ou bien 20 images. En général, c'est ça les résolutions les plus utilisées dans les datasets. Alors, une fois on fait ces coupes-là, on s'intéresse à ce contour et on va l'estimer pour faire le calcul de l'éjection, donc la fraction d'éjection. Maintenant, c'est quoi l'apport du deep learning dans ce processus diagnostique? Alors, deep learning, c'est juste un cas particulier d'un grand domaine plus large, qu'on va l'appeler l'IA. Et dans l'IA, vous n'avez pas juste les algorithmes et les modèles qui vont simuler les capacités du cerveau humain. Vous avez aussi des modèles et des algorithmes qui vont simuler ce qu'on appelle l'intelligence collective, que ce soit des animaux, ou bien les insectes, ou bien même les cellules du corps humain, ou bien même des parasites, ou bien des bactéries. Les comportements collectifs de ces éléments-là, on peut les appeler aussi soit intelligence, c'est aussi une autre forme d'intelligence. Alors, un cas particulier de toutes les IA, c'est le machine learning, et un autre cas particulier du machine learning, c'est le deep learning qui va s'intéresser au développement de réseaux de neurones dont le nombre de couches va dépasser un certain seuil et qui vont aussi respecter d'autres propriétés. Maintenant, les motivations concernant le deep learning, pourquoi c'est plus qu'un besoin? Parce que tout simplement, traditional machine learning, que ce soit les anciennes générations des réseaux de neurones ou bien les autres méthodes SVM, Random Forest ou bien autres, en général, les performances ne sont pas, bonnes dans toutes les tâches. Et même si le dataset augmente en termes de taille, on peut avoir des problèmes, c'est-à-dire que ça va chuter la précision, bien le rappel. Parce que tout simplement, supposons on va classer une image, bien une vidéo, ou bien une séquence audio, si je vais la mettre ici, dans un réseau traditionnel, tu vas mettre l'input brut ici dans la première couche, où tu vas récupérer par exemple la classe. Par exemple, vous avez des images médicales ici, tel que le cas de notre étude. Vous avez récupéré ici soit une maladie ou bien un autre facteur qui permet de diagnostic. En général, ça ne marche pas de manière fiable, parce que toute problématique nécessite une représentation. Par exemple, si tu détectes un visage, supposons ici tu as une image, et l'objectif ici c'est de détecter est-ce qu'il y a un visage ou non. Alors pour cette problématique, on doit faire la bonne représentation dans la couche input, parce que les couches en vert, ils font juste la classification. C'est quelque chose qui est mécanique et standard, et on connaît comment ça fonctionne, et en général, si on met ici la bonne représentation, ça c'est c'est juste un travail banal, plus ou moins, entre parenthèses. Par contre, si tu ne vas pas mettre la bonne représentation pour le bon problème ou pour la bonne tâche, en général, ça va échouer.
Et même si tu vas avoir un succès, tu vas avoir un succès mais qui est partiel, c'est-à-dire qui marche pour quelques milliers de données ou les quelques centaines de données. Si tu vas élargir le dataset pour quelques centaines de milliers ou bien quelques millions, ça ne va pas marcher. Parce que pour chaque problème, il faut avoir la bonne représentation ou bien le bon filtre, si on parle d'image, ou bien la bonne transformée, si on parle de façon générale. Maintenant, le problème, c'est qu'une transformée donnée ou un filtre donné ne marche pas pour tous les problèmes. C'est-à-dire, si je détecte un piéton, supposons que j'essaie de faire un véhicule autonome, et le premier pas dans un véhicule autonome, c'est ne pas faire des accidents avec les piétons. Alors, pour cette tâche-là, il faut avoir un filtre 1 ou la transformer une. Si je change d'objectif, je détecte les véhicules maintenant, ce n'est pas les piétons. Je dois mettre ici un deuxième filtre ou une deuxième représentation. Donc, à chaque fois que tu changes le problème où il y a la tâche, il faut changer la représentation, sinon ça ne marche pas. Alors maintenant, soit tu fais ça de manière manuelle, ça c'est l'ancienne méthode avant 2012, ou bien tu fais ça je dois faire un réseau, c'est-à-dire totalement un réseau qui va apprendre la bonne représentation pour une bonne ou là pour la problématique courante. Ça, c'est ce qui est fait ici. Maintenant, les Deep Neural Networks, on va avoir deux étapes. Une étape de ce qu'on appelle l'apprentissage de la représentation, c'est-à-dire ici ce qui est calculé dans le vecteur ou bien les matrices vertes ici, c'est tout simplement les bonnes représentations pour une tâche donnée. Et la deuxième partie de votre réseau, c'est le réseau qui fait classification. Ça, c'est pas nouveau. On va juste hériter les anciennes méthodes et on va les mettre ici, que ce soit dense layer ou bien SVM ou bien n'importe quel moyen. Donc, tu peux dire que ça, c'est le truc pivot. Alors, juste pour dire un mot, il y avait une problématique, bien un challenge qui est connu en IA. Ce challenge il s'appelle ImageNet, dans lequel il y a 15 millions d'images. Vous avez exactement 1000 classes. Par exemple, chaque classe va dénoter un animal, ici, que ce soit chat ou bien, par exemple, chien, ou bien, etc. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est donner la bonne classe pour chaque image. Alors, si on comptait ou bien on évaluait les performances de tous les modèles développés depuis, par exemple, 2010 jusqu'à l'heure actuelle, il s'avère que ça, c'est l'époque dans laquelle le vrai deep learning a vu la naissance réelle, c'est en 2012. Vous voyez la chute depuis 25% comme taux d'erreur vers 16%. Alors, l'humain, il fait 5%, environ 5% comme taux d'erreur sur ce challenge-là. Et on voit clairement qu'en 2015, la machine a battu l'humain. C'est-à-dire, en 2015, c'est plus l'humain qui fait succès sur cette tâche-là, mais c'est la machine. Maintenant, comment on a fait le progrès depuis, par exemple, 2012 jusqu'à maintenant? À chaque année, le modèle, il va ajouter une nouvelle idée qui est, c'est-à-dire vraiment, elle a une valeur ajoutée et qui permet de baisser l'erreur, bien sûr en composant des idées précédentes. On utilise des idées précédentes plus une nouvelle idée, on va faire chuter donc la performance. Alors, ici dans notre tâche, on va utiliser un modèle qui va appartenir à cette série et on va l'adapter pour la tâche de segmentation et éventuellement on va ajouter même des idées impressionnantes. Alors en 2015, ça c'est le premier réseau parce que pour faire la segmentation, il y avait, on veut dire qu'il y a au moins 4 classes, des méthodes qui font la détection par contour, bien c'est-à-dire détecter les objets en localisant le contour, ou bien soit le contenu région, ou bien les modèles déformables, ou bien la classification. Alors dans la classification, ça c'est le premier modèle qui utilise le CNN pour la tâche de segmentation. L'exemple ici c'est quoi? Vous avez une image, telle que celle-là. Alors vous avez les classes, voilà ça c'est les classes, vous avez la classe Sky, vous avez la classe Building, vous avez la classe Road, etc. Il faut colorier chaque classe avec une certaine couleur. Donc c'est-à-dire l'input ici c'est simple, ici c'est l'image brute. Et ici, par exemple, si on a deux classes, il faut avoir par exemple ici deux matrices. Si tu as par exemple 15 classes, il faut avoir ici 15 matrices, bien sûr binaires, etc. Alors l'idée c'est quoi? C'est réutiliser, on voit clairement qu'il y a certains modèles en U, c'est clair. Alors, il y a deux parties, ce qu'on appelle la partie descendante et la partie montante. Dans la partie descendante, on va tout simplement hériter l'un des modèles qui sont développés ici. Et vous avez tous les choix. Ou bien composer, même composition ça marche. Et la deuxième partie, elle va essayer de corriger. Parce que la première partie, qu'est-ce qu'elle fait ici? C'est-à-dire le travail qui est calculé ici, c'est colorier tous les objets qui existent ici, sauf que, ça veut dire ici, vous avez par exemple la profondeur 10, si tu as 10 classes, ou bien plus, même plus, parfois même plus. Ici, on va donner une classe pour chaque pixel,
et on va essayer de corriger donc cette classe. Il faut que le taux d'erreur pour la classe de chaque pixel soit la plus faible possible. Mais il s'avère que pour, par exemple, un objet tel que la route, le son de la route, il est bien classé ici, dans ce morceau-là, ou bien ce premier résultat. Par contre, la frontière, elle est mal classée. Ce qui fait que la partie ascendante, qu'est-ce qu'elle a comme but? Elle permet de corriger la frontière de tous les objets détectés. C'est-à-dire ici, si on a par exemple 10 objets détectés, 10 couleurs, le centre des couleurs, il est bien fait. Par contre, la frontière des couleurs, elle est mal faite. Alors la correction, elle s'est faite effectivement ici en utilisant ce qu'on appelle donc deux idées, c'est-à-dire innovantes dans ce modèle, ce qu'on appelle les skip connection et ce qu'on appelle upsampling. Donc ça, c'est les deux idées. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait ici comme amélioration de ce modèle? En plus de ces deux idées, qui est le skip connections et upsampling, on a ajouté une troisième idée, ce qu'on appelle Inception Block. Alors, Inception Block, c'est carrément une idée qui est développée en 2014, ce qu'on appelle GoogleNet. C'est-à-dire, si on va mélanger une idée de ce qu'on appelle Inception Block, ou bien Inception Network, plus l'idée du skip connections, plus l'idée du upsampling, alors, en principe, on peut améliorer les performances. Donc voilà donc le modèle, je ne sais pas si c'est clair dans les slides. Alors, ce qu'on a ajouté par rapport au modèle 2015, c'est cette flèche orange, c'est celle-là, qui permet de calculer un résultat ici. C'est-à-dire que ce résultat n'existait pas avant. On l'a ajouté et on l'a combiné comme input au module qui existait avant. Alors maintenant, c'est quoi la tâche faite par ce module, ou bien cette flèche orange que l'on appelle Inception Block? Donc c'est simple. Alors l'idée simple, c'est que l'union fait force, c'est ça. Si tu vas réunir plusieurs modèles existants, c'est possible que cette réunion avec une certaine méthode, peut-être vote ou autre chose, ou la vote pondérée, ou bien carrément une convolution, on peut avoir un résultat, ou bien un résultat avec valeur ajoutée. Alors, la valeur ajoutée va s'exprimer bien sûr sur le taux de réussite concernant la détection du contour. Alors, l'idée de base, c'est quoi? C'est faire plusieurs sous-réseaux dans le même réseau original. Ça veut dire, ici, vous avez le réseau original, voilà. Dans cette flèche rouge, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire par exemple 3 sous-réseaux, ou bien 4 sous-réseaux, ou bien 5 sous-réseaux. Tout dépend donc du design de l'ingénieur. Et maintenant, si ces sous-réseaux sont bien choisis, et on va les concaténer, on va concaténer le résultat à la fin, et éventuellement on va les fusionner même avec une opération de convolution. C'est possible que ce résultat-là va donner ce qu'on appelle des représentations pertinentes au modèle. Et bien sûr, il y a même des motivations, ou bien des motivations même théoriques qui vont garantir que ça va marcher si on respecte certaines conditions. Parce que tout simplement, cette idée elle est déjà utilisée dans ce qu'on appelle l'ensemble learning, les méthodes d'ensemble. Alors dans les méthodes d'ensemble, si tu vas réunir plusieurs modèles, même s'ils sont simples, ce qu'on appelle weak learner, avec des conditions bien déterminées, tu vas les respecter. C'est sûr que même le simple vote majoritaire appliqué sur ces weak learners, il va donner un résultat qui est nettement meilleur que l'ancien. Et c'est ça donc l'idée de Inception Layer, c'est d'utiliser plusieurs sous-réseaux. Parce que tout simplement, la taille du filtre, elle peut changer par rapport à l'objet qu'on va détecter. Pour les grands objets, on va avoir des filtres de grande taille, par exemple 7, 7, 11, 11, etc. Mais pour les petits objets, il faut avoir des filtres de petite taille. Alors, puisque au départ, on ne sait pas la taille de l'objet à détecter, dans ce cas-là, il faut faire ça en parallèle. Maintenant, pour l'expérimentation, on a utilisé ce dataset qui utilise 45 patients. Et pour cette problématique de détection du contour endocardique du ventricule gauche, bien qu'on a commencé avec 800, on a augmenté ça jusqu'à 1932. Et d'après les résultats, face ScoreDice, ScoreDice c'est le critère presque numéro 1 dans la segmentation. Alors clairement, sur l'apprentissage et même validation, clairement, on n'a pas de overfitting. Maintenant, pour les résultats, ça c'est la version UNet 2015, ça c'est la version UNet avec juste l'idée de Inception Layer. On voit clairement, on a 90% comme taux de réussite du DICE par rapport au dataset de validation. Ici, on a fait une petite amélioration de 93. Et par rapport même à l'état de l'art, c'est-à-dire ça, c'est les méthodes qui sont déjà proposées dans l'état de l'art, on voit clairement que la performance, elle est vraiment acceptable, même en utilisant une seule idée. Et si on combine 2 idées ou 3 idées par rapport au UNet, c'est possible même de booster ça vers l'avant.
En conclusion, il est clair que les CNN, s'ils vont utiliser les bonnes données et les bonnes quantités de données, c'est sûr qu'on peut avoir des résultats impressionnants. Deuxième chose, c'est qu'on peut davantage booster cette performance, soit utiliser d'autres heuristiques ou bien d'autres modèles. Maintenant, on est en 2023, c'est sûr qu'on a des modèles qui sont encore plus, c'est-à-dire plus développés que celui-là. Donc celui-là, c'est ce qu'on appelle Efficientness, qui a obtenu le premier prix ou la première place dans cette compétition en 2019 avec un taux d'erreur qui est égal à 1,3%, alors que l'email fait 5%. Alors en 2023, il y a même d'autres modèles qui vont c'est-à-dire battre celui-là. Donc si on va combiner toutes ces idées, on peut aller plus loin, que ce soit pour la segmentation du ventricule ou bien la segmentation de d'autres organes ou bien d'autres maladies, bien sûr. Donc merci beaucoup pour votre c'est-à-dire écoute attentive et je vous donne la parole. Voilà. Merci, M. Hijra, pour la présentation. Merci. J'ai une question juste par rapport à la notation. Est-ce que la notation a été faite de façon manuelle ou bien il y avait des algorithmes? Il y a des experts, c'est-à-dire il y a des médecins spécialistes dans le domaine de cardiologie qui ont fait la notation en manuel, sauf que les données qui sont étiquetées sont vraiment faibles en termes de taille. Je vais juste vous rappeler peut-être que les données étiquetées, c'est juste 805. C'est-à-dire pour chaque cycle cardiaque, il n'y a que 2, parce qu'on peut avoir jusqu'à 20, c'est-à-dire 20 images dans le cycle cardiaque, mais il n'y a que 2 images qui sont étiquetées, c'est-à-dire pour lesquelles on connaît l'image d'input et on connaît aussi les contours du ventricule gauche. Malheureusement, c'est ça le problème, c'est labeled data in medical field. Très bien. Donc j'ai vu aussi que vous avez utilisé une base publique. Est-ce qu'il y a une autre base? Il y a d'autres bases. Même celle-là, ça veut dire, je suppose, en 2019-2020, elle était augmentée avec d'autres patients et bien sûr d'autres données étiquetées. C'est-à-dire, le nombre de patients, ce n'est pas 45, c'est plus. Et je suppose même qu'il y a peut-être d'autres maladies. Parce que donc ça, c'est une base qui ne contient pas une seule tâche. Il y a une tâche de segmentation, mais il y a aussi des tâches carrément c'est-à-dire de classification de maladies. Parce qu'il y a l'infarctus du myocarde, vous avez, c'est pas l'hypertrophie donc, du cœur, il y a d'autres maladies. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule tâche. Donc il y a d'autres versions de cette dataset, il y a même d'autres datasets, mais puisqu'ils sont gratuits et publics, toujours la taille, c'est-à-dire on est toujours obligé à faire cette tâche-là, le data augmentation. Voilà. Data augmentation, c'est toujours obligatoire parce que puisque les données sont publiques, on ne peut pas avoir beaucoup de choses étiquetées. Et les données sur 2D? Bien sûr, 2D. Mais si je compte la résolution temporelle, on peut considérer ça. Parce qu'on peut théoriquement avoir même jusqu'à 20, c'est-à-dire 20 images par cycle cardiaque. Et 20 images par slice, c'est-à-dire 20 slices pour le cœur et 20. Bon, si on tient compte de tout ça, les données sont plus, c'est-à-dire, ne sont plus de 2D. Merci. Merci. J'ai une question si c'est possible. Ouais. Donc, on parle de inception blocks. Yes. C'est la recherche ou les compétitions imaginaires, ça donne des bons résultats. Est-ce que la production peut le réaliser? Parce que ça, le cost plus de paramètres à calculer. Mais il y a des astuces pour réduire que ce soit le temps d'exécution ou bien le stockage. Parce que certes, si on fait, par exemple, je vous donne donc ce scénario. Alors, une convolution 5.5, on peut l'implémenter de manière directe. Dans ce cas-là, le coût
on va faire 5 fois 5 opérations, c'est-à-dire 25 opérations, minimum fois 2, parce qu'il y a une somme, et après on va faire même des multiplications. Alors, c'est possible ça veut dire réaliser la même opération en composant deux fils 3-3. Ça veut dire, si je compose en séquence deux fils 3-3, ça va nous donner le même résultat qu'un seul fil 5-5. Si tu as deux fils 3-3, ça veut dire 9 plus 9, 9 plus 9 vous donne 18. 18, c'est nettement inférieur par rapport à 25. Ça, c'est en termes de stockage. Et même en termes de temps, c'est nettement inférieur. C'est-à-dire, si tu fais 9 opérations, et même si tu vas la faire 2 fois, c'est-à-dire 18, c'est nettement meilleur par rapport à faire, c'est-à-dire 25 additions, bien 25 multiplications, etc. Donc ça, c'est pour ce qu'on appelle Separated Convolution. Ça, c'est un moyen pour gagner en termes de temps et en espace. C'est-à-dire, si tu composes deux filtres c'est-à-dire de résolution plus petite, tu peux avoir le même effet d'un filtre plus grand. Et même si tu as un filtre de petite taille, par exemple 3-3, tu peux faire ce qu'on appelle l'implémentation à deux niveaux, c'est-à-dire une convolution ou un produit scalaire en ligne et une autre étape, un produit scalaire en colonne. C'est-à-dire séparer cette convolution, ça va vous donner même le même résultat que la convolution standard. Mais bien sûr, s'il faut il faut baisser le taux d'erreur, il faut payer en termes de temps. C'est sûr qu'on ne va pas tout gagner. Habib, oui. Habib Daha, oui. Une question. Voilà. Merci beaucoup, Sarah. Bien sûr, 5 sur 5. Très bien. La Sarah, Dr. Hajira, Pas trop. Il était mon enseignant de une très bonne présentation. J'ai des questions, j'ai 3 questions si c'est possible. Ça sera rapide, mais ça sera plus par rapport aux perspectives de ce travail. Donc, par exemple, déjà, est-ce que en tant que BS5, vous avez testé d'autres backbones ou uniquement le Inception? C'était quoi Inception V3, Inception V2? Non, c'est Inception, ça, c'est ce bloc-là que j'ai utilisé. Certes, il y a d'autres blocs du Inception, c'est-à-dire c'est d'autres pistes. C'est-à-dire cette performance-là, on peut la booster. Mais on peut même cibler des datasets plus grands pour avoir, c'est-à-dire un résultat, c'est-à-dire plus fiable. C'est-à-dire juste pour dire si, c'est-à-dire on va battre l'ancienne approche en testant ça sur un dataset plus grand. Donc cette conclusion sera, c'est-à-dire plus solide en termes de confiance que si on va la tester sur un dataset plus petit. Bien sûr, on n'a pas testé toutes les versions de Inception. Il y a plusieurs versions. Et c'est donc l'un des futurs travaux. On peut même le combiner avec d'autres heuristiques. Allez-y, deuxième question. Oui, c'est peut-être, juste pour rajouter à ça, ça serait peut-être bien d'utiliser les transformers. Et sur ImageNet, tu as aussi donc, les modèles EFA02 qui sont en train de cartonner, ils ont dépassé tout. EfficientNet avec ses 7 versions des 0 jusqu'à B7, Bon. Il est très loin derrière le modèle EFA2. Donc je crois que c'est quand même quelque chose que vous pouvez envisager pour la partie encodeur. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire la partie encodeur, celle-là, on peut l'implémenter avec une version future que ce soit EfficientNet ou bien... Voilà, ça c'est exactement les pistes du futur. La deuxième question, elle concerne les foundation models, les modèles de fondation. C'est une nouvelle tendance en deep learning, donc c'est des modèles qui sont ancrés sur des tonnes et des tonnes de data non supervisées, qui permettent de créer un modèle qui permet d'être adapté sans réentraîner à n'importe quelle tâche de segmentation. On voit les 3 grands concurrents en ce moment. Tu as les SRT de Facebook, donc Segment Anything, mais ça, c'est pas spécifiquement médical, c'est vraiment un peu de tout. Mais en médical, on a quand même 2 applications qui sont pas mal. On a Universec et on a le nouveau de DeepMind et l'Institut Morphic qui s'appelle RedFound. C'est 2 méthodes auxquelles ils les ont entraînés sur toutes les bases de données qu'ils avaient en segmentation
Et comment ça se passe en inférence, c'est-à-dire tu prends ta base de données, tu lui donnes un exemple avec une segmentation de cet exemple, et il s'adapte directement à cette segmentation sans réentraîner et permet d'avoir une segmentation qui est exceptionnelle. Les résultats ils sont vraiment bluffants, donc ça serait peut-être intéressant de comparer avec ça. Oui, peut-être que ça se ressemble avec ce qu'on appelle few shot learning. Je ne sais pas si. Au fait, c'est zéro shot learning, c'est même pas Ou le- le few shot. C'est-à-dire j'ai déjà toléré. C'est le few shot et le one shot, ça c'est vraiment du zéro shot learning. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'apprentissage, c'est une inférence directe, ça s'appelle les foundation models. C'est très très récent, c'est sorti en 2023. Et la troisième question, c'est par rapport à. Puisque vous avez des coupes 2D, donc on peut regrouper un volume 3D avec les segmentations. Oui. Est-ce que vous avez utilisé par exemple un VNet au lieu d'un UNet et faire la segmentation en 3D? Non, on n'a pas encore pensé aux segmentations directes, c'est-à-dire en 3D, mais même cette piste-là, c'est-à-dire elle est vraiment prometteuse. C'est-à-dire, certes, c'est-à-dire il y a beaucoup de travaux et beaucoup d'efforts c'est-à-dire, qui restent c'est-à-dire, à fournir pour améliorer davantage donc le DICE score. C'est-à-dire, je m'aligne parfaitement à c'est-à-dire par rapport à vos commentaires. Il faut tester, il faut comparer, que ce soit les foundation models ou bien les segmentations en 3D. C'est vraiment donc c'est-à-dire des choses exceptionnelles et vraiment impressionnantes dans c'est-à-dire l'improvement of these unit models. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'est une très bonne présentation et bon courage pour la suite. Merci, Si Mustafa. Shukran. Merci, Dr. Mustafa. On passe la parole au professeur Rahmoun. C'est très intéressant. À un certain moment, vous avez fait une introduction sur le CG. Oui. Et là, je me suis demandé, au fur et à mesure, qu'à un certain moment, vous allez utiliser le CNN comme aide à la décision pour classer le type de maladie cardiovasculaire en utilisant un ECG, ce qui a été fait plusieurs fois. Oui. Est-ce qu'il est possible maintenant, parce que c'est de plus en plus utilisable, c'est cette notion de fusion. À l'époque, on faisait la fusion biométrique pour une modalité biométrique, ça enrichit un petit peu la connaissance. Maintenant, est-ce que c'est possible de faire une fusion entre le signal ECG et l'image qui est là, et à partir de là, est-ce que ça pourrait donner, dans une perspective, donner des résultats meilleurs en termes de performance quand il s'agit de faire aide au diagnostic des maladies cardiovasculaires? Oui, merci beaucoup, donc, professeur Rahmoun. Ça, donc, toujours le multimodal, c'est donc une piste vraiment, c'est-à-dire extraordinaire dans ce sujet. Sauf que pour la segmentation, c'est-à-dire la tâche, elle est c'est-à-dire trop limitée. C'est-à-dire, si on fait la segmentation, je ne vois pas, c'est-à-dire comment on va faire intervenir le CG, sauf, je ne sais pas si les techniciens vont nous afficher le slide. Alors, si la sortie ou bien la problématique, c'est classifier une maladie ou bien prédire une maladie dans le futur, oui. Il faut donc fusionner non seulement, je l'ai déjà dit, même c'est-à-dire les médecins, pour faire ce diagnostic de pas mal de maladies, ils peuvent utiliser soit ce qu'on appelle les tests de routine, c'est-à-dire tests de sang, bien l'urine, etc. Les différents types, voilà. Ça veut dire ici, ce que va nous donner cette image, c'est juste. C'est-à-dire, ici, on s'intéresse à 2 points dans le cycle, ça c'est le cycle cardiaque, ce qui est en gris, c'est pas la même couleur, bien sûr, heureusement. Donc ça c'est le cycle cardiaque, on s'intéresse à cet instant dans lequel le volume du ventricule gauche est au maximum, et on s'intéresse aussi à cet instant dans lequel le volume, en termes de sang, toujours, du ventricule gauche, il est au minimum. Alors c'est ça, c'est-à-dire j'essaie de positionner ces 2 instants par rapport au rythme cardiaque, c'est-à-dire à la fin du T-wave, ça c'est ce qu'on appelle end systole, dans lequel le volume du sang est minimal, et en quelque sorte le milieu, ou bien le milieu du complexe QRS, c'est la fin du diastole. Par contre, si la tâche, c'est diagnostiquer directement une maladie, par exemple IDM, c'est-à-dire infarctus du myocarde ou bien, je ne sais pas, hypertrophie du cœur, etc. Dans ce cas-là, la fusion est vraiment intéressante.
Et même les médecins, ils font ça, parce que pour avoir un diagnostic fiable, il faut avoir plusieurs moyens. Parce qu'on sait que mesurer par exemple des hormones dans le sang, mesurer des protéines dans le sang, peut-être c'est pas peut-être suffisant à 100%. Si tu vas ajouter une image plus un ECG, plus un ECG avec l'effort, parce que ça c'est le CG sans effort. Si on va, c'est-à-dire marier plusieurs données en même temps et avec les idées que déjà, c'est déjà proposé par notre collègue M. Habib Dahou, avec des fusions et potentiellement des transformers, parce que même les transformers, peut-être qu'est-ce qu'il va nous dire, parce que c'est possible que je vais injecter tout ça comme information, et le transformer, il va apprendre que le meilleur moment, c'est possible que je vais injecter tout ça, et le transformer, il va détecter que le meilleur moment pour faire un bon diagnostic, c'est cet instant et cet instant. C'est la tâche du transformer, et qui est faite automatiquement. Et si je change de maladie, peut-être un autre instant sera intéressant. Par exemple, pour les crises cardiaques, j'ai appris ça juste récemment, pour les crises cardiaques, il y aura donc une variation concernant donc, ce segment-là, ou ce segment-là, voilà, ce qu'on appelle l'ST, il y a une variation. C'est-à-dire un transformer, même s'il ne connaît rien, je vais donner beaucoup d'images, et beaucoup, par exemple, de CG, il va automatiquement détecter que ça, c'est la meilleure information pertinente pour cette maladie. Et si je change de maladie, peut-être une autre information sera pertinente, etc. Et pour minimiser le taux d'erreur, justement, il faut avoir plusieurs modalités et on va donner donc c'est-à-dire la main à plusieurs réseaux avec une bonne fonction de fusion qui va utiliser même des transformers, donc c'est-à-dire les modules qui font la similarité. On va les utiliser après, c'est-à-dire le résultat de chaque backbone ou bien pre-trained modèle. Et c'est à eux de faire la sélection de la bonne information et donner ces résultats-là à une autre couche qui fait la simple, parce que ça c'est presque automatique. Voilà, je vais revenir en bas. Voilà. Cette étape-là, c'est la plus facile, entre parenthèses. Et la plus difficile, c'est comment construire cette bonne représentation. Donc, si j'ai plusieurs modalités, chacune va donner une représentation, je vais les fusionner avec une certaine méthode. La chose la plus minimale, c'est la concaténation. Et les plus difficiles, ou bien un autre degré de difficulté, on peut faire ce qu'on appelle SVD decomposition, parce qu'il risque d'avoir par exemple, réseau 1, il va donner une résolution, par exemple une taille, nombre de lignes, nombre de colonnes, qui est différente du nombre de lignes et de colonnes pour deuxième. Et troisième réseau va donner une matrice avec une taille qui est différente par rapport au troisième. Maintenant, comment on va fusionner? On ne peut pas concaténer des matrices qui ont des résolutions différentes. Alors, il y a une solution ici, c'est ce qu'on appelle SVD, qui est une méthode technique de unsupervised learning, et qui permet de récupérer juste la partie pertinente de chaque matrice. Et si on a la même résolution, on peut concaténer et on peut faire cette tâche-là. Et même après concaténation, on peut faire ce qu'on appelle transformers pour encore raffiner c'est quoi l'information pertinente que l'on doit utiliser pour alimenter ce qu'on appelle fully connection layers. Merci. Merci beaucoup, professeur Paul, ainsi que le docteur Somatagina. S'il vous plaît, au cours de votre présentation, vous avez parlé de la méthode UNET. Voilà. Une question à ce sujet. Quelles sont les contraintes ou les limitations ou les points faibles rencontrés par cette méthode? Bien sûr, même les auteurs, ils ont déjà évoqué ça en 2015. Ici, il y a un premier résultat, ce qu'on appelle ce code-là, ici, de la partie c'est-à-dire descendante, ou bien la partie qui va compacter l'information. Ici, bien sûr, ça c'est un cube qui possède un certain nombre de lignes, nombre de colonnes et une profondeur, un depth. Tu peux dire que chaque profondeur, chaque matrice de la profondeur, elle représente par exemple une certaine classe, par exemple la route ou bien les arbres, etc. Et potentiellement une combinaison de plusieurs classes. Maintenant, le problème ici, c'est que le centre de chaque, par exemple, classe, par exemple, supposons ici un arbre, il y a un arbre ici, le centre, il est bien classifié. Par contre, la frontière, elle est mal classifiée. C'est ça le problème. Maintenant, comment c'est-à-dire on va gérer cette problématique? Bien sûr, le centre sera bien classifié si tu as une bonne profondeur. C'est-à-dire, plus on va avancer en profondeur, le centre bien classifié. Si tu fais, par exemple, juste 2 niveaux, il sera mal classifié peut-être. Donc, il faut aller en profondeur. Si tu vas aller en profondeur, le problème, c'est que la frontière sera mal classifiée.
Alors, comment on va corriger ça dans la partie ascendante? Alors, dans la partie ascendante, ils ont utilisé deux heuristiques, deux règles. Ce qu'on appelle ces flèches-là en horizontale, skip connection, et ce qu'on appelle up convolution, les flèches vertes, c'est-à-dire la solution pour bien corriger le coloriage de la frontière, c'est exactement cette flèche verte et c'est exactement cette flèche noire. Le problème, c'est que les deux flèches en général, ils ne peuvent pas marcher pour toutes, c'est-à-dire pour des grandes, c'est-à-dire une grande collection de données. C'est-à-dire parfois il faut soit changer la couleur verte, soit changer la couleur noire, ou bien même ajouter une autre flèche. Donc ça, mathématiquement parlant, cette couleur verte, c'est ce qu'on appelle upsampling. Mathématiquement parlant, c'est une méthode qui fait l'interpolation. Maintenant, pour faire l'interpolation, il y a plusieurs implémentations, plusieurs méthodes qui implémentent l'interpolation. Pourquoi ne pas faire aussi ensemble learning ici? C'est ça une autre idée. Si on fait ensemble learning ici, c'est possible qu'on va encore corriger les frontières. Et par exemple, si je sais pas, on a un taux de drift égal à 93%, en faisant ensemble learning dans la partie ascendante, parce que ce qu'on a proposé, c'est ensemble learning dans la partie descendante. On peut faire ici l'ensemble learning dans la partie ascendante et mélanger plusieurs modèles, et cette combinaison en principe va marcher mieux qu'une seule méthode. Ça, c'est une façon pour corriger ça. Voilà. Merci beaucoup. J'ai une dernière question, une petite question. Revenez au slide. Oui. Au niveau de la conclusion, je pense, là, vous pouvez revenir, non uniquement la conclusion. Oui, elle est en conclusion. Est-ce que c'est possible de projeter les slides? Oui. Et la dernière fois, vous parlez sémantique en instance de l'utilisation. Qu'est-ce que vous entendez par l'aspect sémantique? Sémantique, bon, juste pour ça, c'est juste une appellation plus historique. C'est pas réellement, c'est-à-dire la sémantique, c'est-à-dire qui tient compte des ontologies, etc. Semantic segmentation, c'est juste, je vais donner cet exemple, c'est-à-dire la fonction mathématique qui va donner une couleur à chaque pixel. Par exemple, si je veux prendre un pixel ici, je vais le colorier avec le vert. Un pixel du trottoir, je vais le colorier par exemple avec le marron. Donc cette affectation, elle est appelée semantic segmentation. C'est juste cette affectation. C'est-à-dire qu'il n'y a ni métadonnées, ni ontologie, ni quoi que ce soit. C'est-à-dire juste la métadonnée qui existe, c'est ces classes-là. Et pour instance segmentation, tout simplement, supposons ici on a deux poteaux, le premier poteau et le deuxième poteau ici. Alors, dans semantic segmentation, les deux poteaux doivent avoir la même couleur parce que ils représentent la même classe. Par contre, dans ce qu'on appelle instance segmentation, chaque poteau ou bien chaque arbre, si tu as 2 arbres, 3 arbres dans l'image, chaque arbre doit avoir une couleur indépendante. C'est-à-dire chaque objet autonome dans une image, il va avoir une couleur différente des autres objets, même s'il appartient à la même classe. Par contre, la tâche la plus simple, c'est semantic segmentation, et c'est juste, c'est-à-dire historiquement parlant, parce qu'il y avait au moins 4 méthodes pour faire segmentation. Vous avez les méthodes basées sur contours, les méthodes basées sur région, les méthodes déformables, et la classification, c'est-à-dire pixelaire, c'est-à-dire pour chaque pixel, il faut donner une couleur. Maintenant, si cette classification pixelaire se fait avec les réseaux de neurones, et donc il n'y a pas mieux que... Donc cette classification pixel, c'est ce qu'on appelle semantic segmentation. Et il n'y a pas mieux que l'UNet, et même les versions futures du UNet, parce qu'ils ont battu, c'est-à-dire en termes de performance, les anciens modèles. Comme vous avez évoqué l'aspect ontologique, est-ce Ouais. que c'est possible d'utiliser réellement l'aspect sémantique, en l'occurrence les ontologies, pour améliorer votre processus? Oui. Bon, ici, on peut utiliser peut-être les ontologies pour faire peut-être une classification à plusieurs niveaux, parce que ça, c'est les classes, supposons, ça, c'est le premier niveau de classe. On peut raffiner, par exemple, dans la classe building, c'est une classe, par exemple, générale, on peut la raffiner avec d'autres classes, par exemple, villa, maison, appartement, etc. Et encore plus, c'est-à-dire faire des raffinements plus... Donc, on peut faire, c'est-à-dire une multiclassification, c'est-à-dire pour un même objet, ou là, par exemple, une voiture, la classe générale, c'est moyen de transport.
où vous avez des sous-classes, etc. Et maintenant, est-ce que le modèle sera c'est-à-dire, capable d'affecter chaque pixel à tous les niveaux, c'est-à-dire les niveaux ontologiques, c'est-à-dire les différents niveaux ontologiques du même concept. Donc ça, c'est pas, c'est-à-dire adressé dans l'état de l'art, mais c'est juste, je dois juste évoquer un point par rapport à cette idée qui nous dit est-ce que c'est possible de générer un sens, c'est-à-dire une fonction sémantique, parce qu'on appelle ça segmentation sémantique, à partir d'un réseau qui est totalement numérique. C'est-à-dire, est-ce que je peux générer, par exemple, un texte. Je vais changer l'exemple. Vous avez une image, par exemple, telle que celle-là. Est-ce qu'on peut la décrire avec un texte qui va utiliser des mots ou bien des termes hérités d'une ontologie? La réponse est oui. Même en utilisant c'est-à-dire le modèle lui-même, il n'est pas sémantique. C'est-à-dire qu'il ne contient que des fonctions mathématiques qui utilisent des poids. C'est-à-dire à l'intérieur, il n'y a aucun aspect sémantique. Il y a c'est-à-dire la boîte noire qui fait la transformation, elle n'est pas sémantique. Par contre, le résultat, on peut le qualifier comme étant sémantique. La réponse, c'est oui. C'est-à-dire, ça c'est ce qui est impressionnant dans le machine learning de façon générale, c'est que même si tu as un modèle qui utilise que des poids, que des multiplications de matrices, il peut générer un résultat qui a un niveau sémantique. Et ça, on peut le résumer avec c'est-à-dire une règle qui est déjà connue dans ce qu'on appelle psychologie du Gestalt, c'est que le tout est plus grand que la somme des parties. C'est-à-dire que ici, les parties, c'est les neurones, parce que ici, dans chaque couche, vous avez des neurones, et vous avez un bloc de neurones. Alors, ces blocs de neurones, lorsqu'ils vont interagir, ils vont créer un tout. Le tout, c'est le résultat, c'est cette segmentation-là. Et cette segmentation-là va dépasser carrément le potentiel de chaque neurone, parce que le neurone, il n'est pas sémantique. Il fait une multiplication, il fait un if. Par contre, si on va sommer plusieurs neurones, cette interaction, multiplication, sommation, de plusieurs neurones avec plusieurs fonctions mathématiques, on va trouver un résultat, ou bien un tout, ce résultat, on va l'appeler tout, qui a des attributs ou bien des propriétés que l'on appelle sémantiques. Et on peut résumer ça avec le tout est plus grand que la somme des parties. Voilà. C'est-à-dire l'interaction d'un plus grand nombre de neurones va donner un tout qui va nous donner des propriétés qui n'existaient pas dans les neurones eux-mêmes. Merci beaucoup.